Je vais prendre le temps de le partager sur mon Facebook. Alors, bonjour tout le monde. Écoutez, je vous laisse connecter. On commence dans à peu près 1 minute. C'est le temps de partager le live. Et je suis avec vous. On commence dans 1 minute. Donc, écoutez, depuis la COVID, comme vous savez, j'ai eu la chance de prendre un pas de recul et de parler de l'humain, de parler de la complexité de l'humain parce que tout le monde veut être heureux, tout le monde veut du succès, tout le monde veut de l'argent, tout le monde fait de la croissance personnelle, puis au final, on n'a jamais été aussi fucké. Je rencontre dans mon bureau du monde qui n'arrête pas de lire des podcasts, qui n'arrête pas de s'inspirer, mais qui ne s'inspirent pas souvent eux-mêmes. Je pense qu'on a cette habilité d'être notre meilleur ami, mais très souvent notre pire ennemi. Je trouvais ça intéressant de finir ces lives-là cette semaine avec un athlète de haut niveau, un athlète qui n'a pas de preuve à faire parce que, bien sûr, il a atteint un niveau extraordinaire. Puis, j'écoutais récemment sur Netflix Michael Jordan, puis je trouve ça fascinant, le mindset des gens qui arrivent à atteindre à ces niveaux-là, dans lequel on a une pression énorme, dans lequel on est jugé constamment, puis on réussit malgré tout à garder la tête haute. Donc, Jean-Pascal, merci d'avoir accepté mon invitation. Salut, ça me fait plaisir, ça va bien? Ça va se fermer, toi? Super, merci. Donc, Jean-Pascal, comment tu vis la COVID? J'ai vu que malgré tout, tu as un gym à la maison. Tu as réussi quand même à mener ton... Comment tu as vécu ça, cette pandémie-là? Ben, sincèrement, moi, tu sais, je suis quand même, peut-être que ça ne paraît pas de l'image que je projette des gens, mais je suis un homme quand même assez solitaire. Alors, la COVID n'a pas changé grand-chose en tant que tel, à part on ne peut pas aller prendre ce qu'on veut c'est dans les magasins quand on a besoin. Mais tu sais, moi, à la maison, j'ai mon gym, ma piscine, il fait chaud, je suis avec ma fille. Donc, je suis dans mes affaires. Je vis ça relativement bien. C'est sûr que c'est un peu plus difficile au début, compte tenu que moi, au début de la pandémie, j'étais à Miami. OK. Puis j'ai dû revenir au Canada. Et quand je suis revenu, j'ai dû faire un confinement de 2 semaines seul, une quarantaine de 2 semaines, seul à la maison. Puis par la suite, j'ai pu aller chercher ma fille. Alors, c'est sûr qu'à deux, c'est beaucoup plus facile qu'être seul dans une maison. Mais depuis que je suis avec ma fille, tout se passe bien. Puis là, je pense que tranquillement, pas vite, on va être sur la fin de la quarantaine et tout. Où maintenant, on peut déjà se rassembler pas plus que 10 personnes. Alors, ça fait du bien au moral. Il y a le soleil, il y a la chaleur, il fait chaud. Alors, je pense que c'est bien. Puis je pense que ça va être beaucoup plus facile de passer à travers cette épreuve. Le fait que là, présentement, on est capable d'être maximum 10 personnes en même temps. Mais par contre, il faut toujours garder une distance sécuritaire de 2 mètres. Ben oui, puis d'ailleurs, tu as fait la campagne Rester chez vous, où tu étais porte-parole, où tu parlais de ça. Exactement, c'était la première campagne indépendante. Ce n'est pas une campagne du gouvernement ou sinon d'une compagnie privée. C'est Philippe, mon ami, qui m'a demandé de participer à ce projet. Je suis devenu le porte-parole. Il y a d'autres artistes aussi qui sont joints à ça. Nous avons fait des vidéos, c'est venu viral. Même les gens ont fait des vidéos. Certaines vidéos sont devenues virales. Alors, c'était comment je peux dire, un projet pour inciter les jeunes à respecter les consignes du gouvernement pour qu'on puisse enrayer la pandémie la plus vite possible. Alors, je suis fier d'avoir participé à ça, j'étais très content. Puis comme que je vous dis présentement, je pense qu'en général, les gens ont bien respecté les directives gouvernementales. Donc, c'est pour ça que là, présentement, je crois qu'on va avoir une baisse de croissance de morts et tout, de personnes infectées. Alors, je crois qu'on est dans le bon chemin. Il faut continuer à faire beau, il faut continuer à respecter les consignes parce que là, il fait beau. Maintenant, on a plus tendance peut-être à oublier de garder nos distances, mais c'est important pour pas qu'il y ait une recrudescence d'infection, d'infectés. Alors, c'est important de toujours continuer de respecter les consignes, de rester vigilant. Puis si on fait tout ça, tout le monde ensemble, ça va bien aller.
Ben oui, tout à fait. Tous les entrevues où je t'écoute parler, tu parles souvent que c'est important pour toi d'inspirer le monde, que tout est possible, que tu dis à ta fille justement que dans la vie, il n'y a rien d'impossible. J'ai lu ça quelques fois. Quel regard tu portes sur les jeunes d'aujourd'hui, les jeunes qui ils veulent être top tout de suite, les influenceurs, le fame, puis souvent ils viennent dans mon bureau, puis ils se sentent vides, ils se lancent dans l'indépendance. Euh, Comment tu vois les jeunes d'aujourd'hui, justement? Ah, mais c'est sûr que les jeunes d'aujourd'hui, maintenant, ils ont plus accès à la technologie beaucoup plus rapidement qu'à notre époque. Ouais. Les jeunes d'aujourd'hui, sincèrement, je les trouve un peu moins débrouillards à cause de ce fait-là, qu'ils sont trop dépendants de la technologie. Moi, je ne verrais pas ma fille en ce moment avec une carte routière sur l'autoroute pour trouver son chemin pour aller à New York, admettons. Mais moi, je l'ai fait à maintes reprises. On a été au Connecticut, à New Haven, avec une carte Ben routière. oui. On Donc, arrêtait dans les garages demander les les sorties. directions, Ben oui. exactement, les directions. Alors, à notre époque, on était beaucoup plus débrouillards. Mm. Et Et je pense que cette dépendance-là de technologie a fait justement, euh, a fait les jeunes être trop dépendants, sont moins débrouillards, mais par contre, sont beaucoup plus allumés que nous, sont beaucoup moins peut-être naïfs à cause de la technologie et les rapides. Aussi, les nouvelles, c'est aux 15 minutes maintenant, même des fois, on peut suivre ça en direct. À notre époque, il fallait écouter le téléjournal à midi ou à 6 heures. Mm. On n'avait pas de nouvelles entre. Maintenant, on peut avoir plein de nouvelles entre. Ouais. Donc c'est ça. C'est sûr que c'est une époque différente. C'est différentes mœurs pour une époque différente. Mais Toi, ta fille, elle a 20 ans, si je ne me trompe pas. non, ma fille, elle a 17 ans. Elle vient d'avoir 17 ans le 4 avril. C'est une OK. bélier. Alors, OK. c'est une tête dure. C'est Ah le oui? bélier. Ça a un fort caractère. T'es Mais comment comme père? comment je suis comme père? Ben, moi, je suis un peu, je pense que je suis quand même un papa poule. Tu sais, c'est mon seul enfant. J'ai une fille. Je suis un homme, c'est sûr que c'est pas difficile. Je l'élève seul. Je l'élève seul depuis qu'elle a 6 ans. OK. Donc c'est sûr que c'est pas facile. Comme que je vous dis, tu sais, c'est sûr qu'il y a certaines choses que c'est une mère qui doit lui apprendre. Moi, je devais jouer les deux rôles, mais par contre, j'ai des amis, j'ai ma famille qui sont proches de moi, j'ai ma soeur qui m'a beaucoup aidé aussi à pouvoir donner ce côté féminin-là à ma fille. Hmm. Mais quand je disais 20 ans, je me trompais, c'est que tu l'as eu à 20 ans, non? Ta Ouais, fille? exactement, je l'ai eu à 20 ans. Exactement, je l'ai eu à 20 ans en 2003. En OK. 2003. Sa mère d'enfant était enceinte quand j'avais 19 ans. Wow, quand même, hein? Fait que toi, à 20 ans, tu tombais dans une réalité de grand assez rapidement. Exactement, exactement. Je me rappelle, j'étais encore au collège, je prenais l'autobus. Alors, avoir un enfant dans ces conditions-là, c'est pas évident. Hmm. C'est parce que moi, j'étais en technique policière, plus Oui. j'étais en études, alors ça prenait beaucoup de mon temps. C'était quand même assez difficile à gérer, mais je pense que ça m'a fait mûrir beaucoup plus vite aussi. J'ai lu ça justement, que c'est après les Olympiques d'Athènes, je pense, où tu étais en technique policière, puis que tu voulais être comme dans l'aspect VM. Ça, c'était quoi ton rêve dans le temps, justement? Ben, ça, moi, tu sais, la boxe, là, pour vous dire la vérité, c'était mon plan B. Tu sais. OK. C'était mon plan B. Mon plan A, c'était devenir policier, devenir le premier noir directeur du service de police de Montréal, ou Wow. sinon aller dans le SWAT. C'est ça mon but, c'est ça mon rêve. En parallèle, je faisais la boxe, mais moi, c'est vraiment la police, la police. Et grâce que j'ai une bonne éducation, j'ai réussi au niveau académique. Alors, grâce à un certain niveau, j'ai eu le privilège de choisir entre mon plan A et mon plan B. Alors, c'est pour ça que je dis aux plus jeunes, c'est important. C'est important l'école, même si, admettons qu'on est bon dans le sport, on est bon dans la musique, c'est important l'école. Comme ça, tu vas avoir plus d'options dans la vie, puis tu auras le choix de choisir justement, avoir le privilège de choisir qu'est-ce que tu veux faire dans la vie. Tu pourras choisir ton plan A ou ton plan B. Et moi, comme vous avez vu, j'ai choisi mon plan B parce que Mm. je me suis dit, admettons que mon plan B ne fonctionne pas, je peux revenir dans la police. Mais je ne Mhm. peux pas aller dans la police et à 30 ans devenir boxeur. C'est vrai. Alors, j'ai choisi mon plan B. Puis, grâce à Dieu, grâce à mes efforts, le travail, la discipline aussi, puis probablement un peu de chance, j'ai réussi dans mon plan B. Alors, j'ai pas eu besoin de revenir à mon plan A.
T'es né en Haïti. Qu'est-ce que Exactement. tu te rappelles de cette période-là? Sincèrement, je ne me rappelle pas grand-chose, Non? compte tenu que je suis parti très jeune. Je suis parti à l'âge de 4 ans. Mon père, c'était un ancien politicien. Il était dans la politique. Mais comme que je dis, mes souvenirs d'Haïti, de plus en plus que je vieillis, de plus en plus sont flous, Mm. compte tenu que la mémoire est une faculté qui oublie, Ouais. malheureusement pour nous. Mais par contre, dans ces années-là, c'était quand même la belle époque. Dans les années 80 en Haïti, c'était un bon pays qui était en santé et tout. C'est sûr qu'il y avait certaines choses, certains problèmes comme n'importe quel pays, mais c'était quand même une belle époque à cette époque. Quand tu es arrivé à Montréal après que tu tombes dans plus d'abondance, ou en tout cas du moins c'était un peu différent d'Haïti, tu rêvais de quoi quand tu étais jeune? Parce que tu disais la boxe, c'était pas tant ton rêve. Tu te rappelles-tu, tu as 5-6 ans, mettons. Ben, moi, la première fois que j'ai vu de la neige, je pensais qu'il y avait des monstres en Ah tout ça. oui? Exactement, parce que moi, je suis arrivé en plein mois de février à OK. Mirabel. À OK. l'aéroport de Mirabel, dans ce temps-là, ça existait. C'était Ouais. 9,9. Quand j'ai vu la neige à pas, c'était quoi? Moi, je pensais que qu'il y avait des monstres. Puis je me rappelle quand mon pied s'est enfoncé dans la neige, j'ai crié, j'ai pleuré parce que je pensais que j'allais me faire manger le pied par les Aïe, monstres. trop drôle. Wow. Exactement. Mais moi, je voulais être acteur quand j'étais plus jeune parce que j'aimais Jean-Claude Van Damme, j'aimais Sylvester Stallone, Rambo, Rocky. C'était les personnages que je pouvais m'identifier un peu quand j'étais jeune. Alors, je pensais devenir acteur. J'avais le sentiment que peut-être j'allais devenir une vedette. Par contre, je ne suis pas devenu acteur, mais je suis devenu boxeur. Je pense que j'ai fait quand même un bon choix. Mais est-ce que tu te verrais comme The Rock, mettons, passer d'athlète à acteur? Es-tu dans des plans ou non? Ben, comme je vous dis, sait-on jamais. Seul Dieu le sait et le diable sans doute, comme je vous Ouais, ouais. dis. Mais ça prend quelque chose de positif. J'ai fait quelques apparitions dans quelques téléséries québécoises, Ouais. comme Virginie, Le Septième Ronde, Les Jeunes Loups. J'ai déjà même joué dans un film qui s'appelle The Kid. Quand j'étais plus jeune, j'avais à peu près 14, 15 ans, à l'époque, 14 ans. OK. Alors, j'ai quand même une certaine expérience dans le cinéma. Mais Mm. comme que je vous dis en ce moment, je veux me concentrer sur le reste de ma carrière. Il m'en reste peu. Alors, comme que je dis souvent, je suis plus proche du fil d'arrivée que du fil de départ. Alors, je vais me concentrer là-dessus pour bien la terminer en top, comme qu'on dit. Puis par la suite, c'est là que je vais voir c'est quoi mes plans d'avenir. Tu avais pris une retraite en 2017, je pense, puis tu as dit, tu sais quoi, je réalise qu'il ne faut pas trop écouter les autres, parfois il faut s'écouter. Ça a été quoi la leçon de ça, justement, parce que... Exactement, c'est la leçon, c'est jamais laisser l'opinion des gens devenir ta réalité. C'est pas Ouais. parce que quelqu'un dit que t'es pas bon que ça doit être ça que t'es pas bon. C'est pas parce que quelqu'un dit que t'es laid, que tu prends ta retraite, que ça doit devenir ça. Moi, je voyais que j'avais encore du gaz dans la tête. Je voyais que j'avais encore la passion, la discipline, puis surtout le vouloir, la détermination, la discipline de continuer. Alors, je me suis dit, pourquoi pas? C'est moi, quand je veux prendre ma retraite, je ne veux pas avoir de si. Si j'avais continué, si Ouais. j'avais fait si j'avais été plus discipliné, si j'avais travaillé plus fort, quand je vais prendre ma retraite, je ne veux pas avoir de si, je ne veux pas avoir de regrets. Alors, c'est pour ça que j'ai fait un retour à la compétition sur la bénédiction de ma maman. Ah oui? Exactement. Alors, j'ai pu revenir. Ma mère voyait que je m'emmerdais trop à la maison. OK. Puis elle me disait que quand que je reste occupé, je ne fais pas de niaiserie. Alors, Mm. c'est mieux que je retourne dans le gym. Alors, je suis retourné dans le gym, puis ça a porté fruit. Je suis redevenu champion pour une deuxième fois. Alors, maintenant, je suis 2 fois champion du monde. J'écris des livres d'histoire. Puis, présentement, je continue pour pouvoir encore inspirer les gens, motiver les gens, parce que si je suis capable de le faire, vous êtes capable de le faire aussi. Des fois, est-ce que tu te pinces, tu dis, fuck, moi, j'étais un petit kid d'Haïti, là, je suis dans les livres d'histoire, ou pour toi, en dedans, c'était comme, tu as toujours su que ça allait être ça? Ben, pour être politiquement correct, il faudrait que je dise oui, ben, je veux dire non, que je ne croyais pas à ça, mais moi, comme je vous dis, j'ai toujours cru en mes moyens, Ouais. j'ai toujours cru que je pouvais le faire. Comme je vous dis, j'avais 6 ans, puis je voulais être une star. Ben, je pensais que j'allais être une star comme Rambo, Sylvester Stallone, Jean-Claude Van Damme dans le Mais ça cinéma. vient d'où, cette confiance-là? C'est-tu tes parents? Tu sais, tu avais Ben, déjà... c'est avec le temps que j'ai bâti une confiance, parce qu'étant plus jeune, j'étais
timide, j'étais gêné, OK. j'étais complexé. C'est depuis l'âge de 14 ans, non, de 16 ans que je travaillais avec un psychologue sportif Wow. qui m'a aidé justement à prendre confiance en mes moyens. Puis surtout, le sport m'a donné confiance en moi. J'ai vu que je pouvais être le meilleur dans quelque chose. C'est pas le meilleur de ma cour, mais le meilleur au pays. Alors, je me suis dit, c'est pourquoi que je suis bon dans la boxe. Il y a 3 raisons pourquoi je suis bon dans la boxe. Parce que je travaille fort, je suis discipliné, puis je persévère. Alors, je me suis dit, bon, si ça marche dans la boxe, pourquoi que je n'essaierais pas de mettre ces 3 clés-là du succès dans la boxe, dans les autres champs d'expertise de ma vie. Oui. J'ai vu qu'en mettant ces 3 clés-là dans les autres champs de ma vie, je pouvais réussir aussi bien, que ce soit au travail, dans les relations amicales, amoureuses. Si tu travailles fort, tu es discipliné, mais surtout tu persévères parce que tu peux travailler fort, tu peux être discipliné et tu peux échouer parce que l'échec, des fois, fait partie du succès pour avoir du succès. Mais si tu persévères, justement, c'est là que tu vas réussir, c'est là que le succès va arriver. Exemple très, très concret, j'ai perdu mon premier championnat du monde en 2008, le 6 décembre 2008 à Nottingham, en Angleterre. OK. J'aurais pu abandonner, j'aurais pu lâcher, mais je me suis dit non, tu sais, je vais travailler encore plus fort, je vais être encore plus discipliné, mais je vais persévérer parce que j'avais vraiment travaillé fort pour ce combat-là, j'avais resté discipliné, mais j'ai eu l'échec, j'ai échoué. Mais au lieu de ça, j'ai rebondi, au lieu de me laisser abattre par ça, j'ai rebondi, puis pas 1 an, pas 2 ans, mais 6 mois après, je suis Wow. devenu champion du monde le 19 juin 2009 au Centre Bell, quand j'ai battu Adrien Zakonou. Alors, c'est la preuve que quand on a un échec, il faut rebondir sur nos 2 jambes, il faut persévérer, continuer à travailler fort, rester discipliné et on peut atteindre notre objectif. Puis, tu sais, je vous dis ça, ça a l'air facile, mais tu sais, c'est pas, tu sais, on peut tout faire ça, puis ça veut pas dire que demain matin, on va avoir du succès. Ça veut pas dire que dans 1 mois, on va avoir du succès. Ça veut pas dire que dans 5 ans, on va avoir du succès. Ça peut prendre 15 ans. Tu sais, je parlais à mon ami Bruno Surin. Il m'a dit, lui, pour gagner sa médaille d'or, ça lui a pris 15 ans. 15 années de travail, de discipline, de persévérance pour obtenir sa médaille d'or aux Jeux olympiques en 96. Alors, il aurait pu lâcher après 1 an, 2 ans, mais il a continué. 50 Cent, qui est mon ami, c'est en 2003 qu'il y a eu son gros boom. Fait que là, le monde pensait que c'était une star et tout, mais derrière ça, il y avait déjà 15 années de travail. Imagine. Puis ensuite, en 2003, c'est là qu'il a eu son éclosion, qui est devenu gros, qui est devenu une star, mais c'est pas arrivé du jour au lendemain. Là. C'est peut-être fermer les portes de Def Jam, c'est peut-être fermer les portes de plein de producteurs de musique, mais il a persévéré, il a cru en lui, puis il est resté discipliné. Puis un jour, il a comme récolté le fruit de son labeur, de son travail. Alors, c'est pour ça que je dis aux gens, oui, c'est bien beau, mais ça peut prendre du temps. Un autre exemple que je peux vous donner, je suis revenu à la compétition pour essayer de redevenir champion du monde. J'ai échoué à quelques reprises. J'aurais pu lâcher. La première fois que j'ai gagné mon titre mondial, c'était le 19 juin 2009. Et ça m'a pris 8 années pour redevenir une deuxième fois champion du monde. J'avais essayé à 2 reprises contre Kovalev, j'ai perdu. J'ai essayé une 3e reprise contre Dimitri Bivol, j'ai encore perdu. Alors, j'aurais pu abandonner. Il y a beaucoup de gens, après un essai, 2 essais, ou même 1 an, 2 ans, auraient lâché, auraient comme été découragés. Mais moi, j'ai persévéré. Puis 8 ans après, je suis redevenu champion du monde contre toute attente parce que tout le monde pensait que j'étais rendu trop vieux, j'étais assis. C'est là qui vient que je dis qu'il ne faut pas laisser l'opinion des gens devenir notre réalité parce que si j'avais écouté les gens, ça aurait devenu ma réalité. Ah, je suis trop vieux, je ne suis pas capable. Je n'ai pas écouté les gens, j'ai une tête de cochon, moi je suis scorpion. Alors, j'ai persévéré et c'est pour ça que j'ai réussi. Mais c'est important que tu en parles parce que j'ai l'impression que le monde idéalise, il voit les gros chars, il voit le succès, puis mais c'est parce qu'en arrière, là, ça n'arrive pas de même. Là, pour arriver là, souvent, c'est des années. Puis je trouve qu'on n'en parle pas assez des efforts. Puis souvent, le monde des give-up. C'est justement la persévérance, c'est important. Moi, je suis curieux de savoir quand tu travailles fort, puis là, tu perds un match, mettons, là, ce qui doit être complètement. Parce que dans ta tête, tu veux gagner. Après le match, les jours après, tu es comment? Comment tu fais après? C'est sûr que tu es déprimé. Ouais. C'est sûr que tu es fâché. Le premier match de boxe professionnel que j'ai perdu, j'ai pleuré.
Le premier match de boxe amateur que j'ai perdu, j'ai pleuré, c'est normal. Puis si tu n'es pas frustré, puis ça ne te dérange pas, c'est pas normal. Ouais. Il faut que tu sois fâché, il faut que tu aies de la peine, il faut que tu passes à travers de ça parce que, comme on dit, qu'est-ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts dans la vie. Alors, justement, ça l'a bâti mon caractère, ça l'a forgé de mon caractère. C'est dans l'adversité qu'on forge notre caractère. Comme que je vous disais, il y a beaucoup d'athlètes, des fois, sont bons, mais à la première embûche, donc, puis ils ne se remettent pas de ça parce qu'ils ne sont pas assez forts, sont pas assez forts. Devant l'adversité, c'est là qu'ils m'ont cassé. Mais moi, c'est dans l'adversité que j'ai forgé mon caractère, que je me suis bâti. Puis c'est pour ça que, avec mes séances, avec mon psychologue sportif, que j'ai pu renforcer ma pensée de think big, que je suis un winner. Il faut arrêter de se voir petit parce qu'on est au Québec. Parce que, moi, je voyais 50 Cent gros, mais quand 50 Cent me voit, il me voit gros parce que je suis champion du monde, je suis champion dans mon département. Mais lui, moi, je le vois grossir parce qu'il est champion dans son département. Donc, il faut arrêter de penser parce qu'on est au Québec, on est né pour notre petit pain. C'est pas vrai. C'est pas vrai. On peut accomplir des grandes choses, même si on provient d'une plus petite ville ou d'un plus petit pays, une plus petite province. Il faut juste croire en ça. Puis, Mohamed Ali, avant même qu'il devienne the greatest, le plus grand, il disait lui-même qu'il était the greatest. Fait que dans la vie, qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est qu'il faut que tu te projettes dans l'avenir. Il faut que tu dises, il faut que tu vois que tu es le plus grand, tu es meilleur pour devenir le plus grand. Parce que si tu vois que tu es médiocre, tu vas devenir médiocre ou tu vas rester médiocre. Mais si tu vois dans ta tête, ben, tu mets le travail, la discipline, la persévérance que tu vas devenir big, tu te le projettes, tu te le répètes, tu vas devenir big. Ça peut prendre, comme je vous dis, ça peut prendre une décennie. Mais un jour ou l'autre, vous allez quand même réussir. Ça, c'est ça à 110%. C'est intéressant parce que même si les gens à la maison ne sont pas dans le sport, je pense qu'on est tous l'athlète de notre vie. La vie, c'est un sport dangereux. La vie, c'est rough. La vie, c'est pas tout le temps facile. Fait que le mindset, toi, dirais-tu le talent d'un athlète physique versus le mindset? Qu'est-ce qui fait? Mais tu sais, tout ce que je dis à ce moment-là, si on parle du sport et tout, mais qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est le fun, c'est que tu peux mettre ça dans n'importe quelle sphère de ta vie. Comme je vous dis, que ce soit au travail, que ce soit dans tes relations amoureuses, amicales, travail. Il faut que tu travailles fort. Dans une relation amoureuse, là, si tu ne travailles pas fort pour bien garder ta relation, si tu n'es pas discipliné, tu joues au corps de jupon. C'est ça la discipline. Puis des fois, il peut y avoir des embûches, on peut se laisser. Puis si tu ne persévères pas dans ta relation, ça va foirer, comme on dit, ça va casser. Donc, c'est pour ça que je vous dis que ces trois clés-là que dit le travail, la discipline, la persévérance, on peut mettre ça dans n'importe quelle sphère de notre vie, puis ça peut fonctionner. Mais toi, est-ce que, parce que tu es sage aujourd'hui, ben, je ne sais pas que tu l'étais peut-être pas avant, mais on a nos embûches. Des fois, on fuck le chat, comme on dit, on fait des erreurs. Est-ce que toi, tu as eu des phases où tu t'es saboté toi-même? Tu as saboté ton succès? Saboter mon succès, ben, c'est sûr que des fois, Louis, je suis une personne confiante. Mais c'est sûr qu'il y a des semaines, des journées que j'ai mes doutes, que je doute de moi. Des fois, j'ai un mauvais entraînement, mais il y a un petit garçon qui s'appelle, ben, un petit garçon, un jeune homme, Vincent Thibault, qui était venu à mon camp d'entraînement comme Marcus Brown. Puis dernièrement, on se parlait sur Instagram, puis il m'a dit, Jean, qu'est-ce qui m'a vraiment épaté de toi, c'est ton mental. Ben, Jean, pourquoi? Il m'a dit, pendant ton camp d'entraînement, là, même si tu avais une mauvaise journée, là, tu mettais ça de côté, puis tu disais, demain matin, c'est ta meilleure journée. Puis le lendemain matin, c'était la meilleure journée pour toi. Je le voyais. Je te voyais te dire ça. Tu disais ça à Stéphane Larouche, à ton entraîneur, parce que ton entraîneur n'était pas content, puis disait, OK, aujourd'hui, ça ne marche pas, mais je te dis, demain, c'est ta meilleure journée. Puis le lendemain, c'était la meilleure journée. Puis des fois, là, des fois, tu as juste besoin peut-être une petite journée de break, des fois, pour reposer ton corps un peu plus. Puis le lendemain, ça va être une meilleure journée. Fait que, il me disait, c'était mon positivisme. Toujours que, au lieu de m'abattre, c'est une mauvaise journée, trouver des problèmes, je mettais ça de côté, puis je disais, demain, c'est la meilleure journée. Puis je faisais en sorte que je mangeais bien, je dormais un peu plus tôt, je me reposais pour que le lendemain devienne une meilleure journée. Donc, il disait beaucoup, c'était mon positivisme. Puis c'est après qu'il m'a dit ça que je réfléchissais. Puis je disais, ouais, c'est vrai, il a raison. Parce que moi, pour moi, c'est
comme automatique, c'est du naturel parce que, tu sais, ça a été inculqué dans moi depuis que je suis jeune, depuis que j'ai comme 16 ans avec mon psychologue sportif. On a trouvé des trucs, puis même ces trucs-là me servent encore dans ma vie puis dans mon C'est sport quoi ces actuellement. trucs-là, mettons? Tu peux-tu nous en partager un ou deux que ce psychologue-là t'a inculqué? Ben, comme je te dis, exemple, se répéter, admettons, exemple. Puis ça, tu sais, ça peut être dans n'importe quoi, dans ta vie, dans n'importe quelle sphère. Mais moi, pour la boxe, admettons, euh, il me disait comme, pourquoi tu es bon à la boxe? Je disais, bon, parce que je suis vite. Je dois, exemple, je mettais 3 objectifs que je voulais atteindre. Puis ces 3 objectifs-là, je les postais comme c'est dans des endroits stratégiques, comme devant le miroir de la salle de bain. Fait que quand je me lève le matin, je vois les 3 post-it, je me les répète dans ma tête. À l'école, j'ouvre mon livre de maths, il y avait les 3 post-it qui étaient là, puis je me les répétais dans ma tête encore. Dans mon sac de gym, j'ouvrais mon sac de gym, je voyais encore. Puis à force de te le répéter, tu y crois. Puis c'est quand tu y crois, c'est là que ça peut devenir réalité. Fait que c'est des choses que je me répétais. Des fois, c'était justement des tactiques de combat que je voulais que c'était important, que ces 3 tactiques-là, que ça soit imprégné dans moi. Puis donc, mon plan de match, j'avais 3 tactiques, puis je me répétais ça. Garde tes mains hautes. Il ne faut pas rester dans les cordes. C'est moi le maître sur le ring. Puis je me répétais ça. Puis dans le ring, ça devenait un automatisme que, je ne restais pas dans les cordes, je garde mes mains hautes, puis quand ça allait mal, je dis, bon, je mets mon pied à terre, c'est moi le boss sur le ring. C'est pas lui, c'est moi. Puis quand je m'imposais sur le ring, c'est là que les autres boxeurs reculaient. Alors, c'est des petits trucs comme ça. Que ça soit dans n'importe quoi, là, c'est une répétition. Que ça soit comme, pour devenir bon au hockey, là, il faut que tu te répètes, il faut que tu pratiques, tu répètes, tu répètes. Pour devenir bon pour un examen, il faut que tu répètes ta matière, il faut que tu le pratiques, tu répètes, tu répètes. N'importe quoi dans la vie, c'est des répétitions pour que ça devienne ancré, imprégné dans toi. J'ai vu que tu aurais pu aussi être super bon en hockey, au soccer. Ça aurait pu être une carrière aussi? Oui, c'est définitivement, j'ai une fibre d'athlète grâce à Dieu ou grâce à mon père. C'est dans mon sang, de mon ADN. Mais mon père, c'était pas un gars sportif, par contre, c'était un bon orateur, c'était un politicien, c'était un gens qui était proche de son peuple. C'est pour ça que aussi, justement, moi, je suis proche des gens. Je pense que j'ai pris ça de mon père. Je suis proche de mes fans, je suis proche de mes gens. J'aime ça faire plaisir aux gens. Alors, c'est ça. C'est souvent grâce à Dieu. C'est quoi tes croyances profondes? En quoi tu crois, justement? Tu as foi en quoi? Ben, moi, je crois en Dieu. Je crois à un être supérieur, mais en même temps aussi, je crois que Dieu te donne les outils. Et c'est à toi, justement, de travailler fort, d'être discipliné, puis de persévérer pour réussir. Puis je pense que tout le monde sans exception, a un talent dans soi, mais c'est juste que certaines personnes n'ont pas été capables de l'exploiter ou de le trouver, ce talent-là. Puis c'est à nous de trouver ce talent-là. Moi, comme peut-être grâce à Dieu, c'est mes efforts, j'ai trouvé que j'avais un talent dans le sport. En fin de compte, ça a été la boxe, mais j'aurais pu être aussi bon au hockey parce que je jouais dehors. Dehors au hockey, j'étais bon au soccer aussi. Mon frère était bon au baseball, au soccer aussi. Okay. Donc c'est juste que, tu sais, il faut que tu fasses le travail. Dieu te donne les outils, mais c'est à toi de trouver ces outils-là puis de travailler. C'est comme, il y avait, je pense, une petite histoire. Il y a un gars qui est en train de se noyer dans l'océan. Puis là, il se noie. Puis là, il y a un bateau qui passe. Puis il lui dit, hey, on va t'aider. Il dit, non, 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 I believe in God. C'est God, God, mais Dieu, c'est Dieu est là, Dieu va me sauver. Là, après ça, ils sont partis. Là, après ça, il y a un deuxième bateau qui passe. Puis il dit, oh, on va t'aider. Non, 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 j'ai pas besoin. Dieu est là, Dieu va me sauver. L'autre bateau s'en va. Il y a un troisième bateau qui passe. Puis il dit, il lance une bouée. Il dit, non, 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 j'en veux pas. Je crois en Dieu. Dieu est là, Dieu est bon, Dieu va me sauver. Malheureusement pour lui, il meurt. Rendu au paradis, il voit Dieu, puis il dit à Dieu, je ne comprends pas, Seigneur, j'ai toujours cru en toi, j'ai toujours été là pour toi, j'ai fait mes prières, puis tu ne m'as pas sauvé. Là, il dit, après ça, Dieu dit, ben, comment ça, je ne t'ai pas sauvé? Je t'ai envoyé 3 bateaux, tu les as tous refusés. Wow, c'est bon. Je t'ai envoyé 3 bateaux, tu les as tous refusés. Tellement. Donc
Donc, c'est ça que je vous dis, c'est important. Oui, je crois en Dieu, mais il faut s'aider soi-même aussi. Exact. Ben, c'est bon que tu dises ça parce qu'il y a le secret de Secret. Il parlait de loi de l'attraction, puis il y a du monde, il disait, je me suis fait un chèque d'1 million. Tu sais, puis là, ils mettent ça dans leur portefeuille, peu importe. Ouais. Après, j'étais comme, OK, fait que là, tu fais quoi? Ben, j'écoute Netflix. Puis là, j'étais comme, ben non, mais il faut que tu sortes de chez vous, il faut que tu agisses en millionnaire, il faut que tu sois dans l'action. Le chèque en soi, il ne va pas tomber du ciel. Fait que, comme tu dis, tu sais, le monde, il faut agir, il faut répéter, il faut travailler fort. Tu sais, ça ne tombe pas du ciel. Exactement, comme on dit, aide-toi et le ciel t'aidera. Exact. Est-ce que tu sens que le monde, parce que tu as passé souvent, je pense peut-être pour un show-off avec tes grands rêves, tout ça, est-ce que d'avoir des grands rêves, d'être sûr de soi, c'est au Québec que ça passe mal? Parce qu'il me semble aux États-Unis, au Oui, contraire. c'était au Québec, ça passait mal, mais pour comprendre les gens, moi, je comprenais les gens parce que moi, je suis bon en histoire. J'étais bon, c'était une histoire à l'école que j'aimais beaucoup, je suis bon en histoire. Puis pour comprendre le présent, il faut connaître le passé. Mhm. Puis en connaissant le passé, le présent, on peut plus se guider pour l'avenir, connaître le futur. Puis c'est malheureusement pour nous, le peuple québécois, ça a été un peuple qui a été conquis par la force et soumis par le clergé. Puis, tu sais, on a toujours pensé, tu sais, le clergé disait de rester à la campagne, de travailler vos terres. Puis après ça, c'était de génération en génération. Les Français restaient à la campagne. Le fils qui en secondaire 3 lâchait l'école pour reprendre la business de la terre du père. Pendant que les Anglais, eux autres, étaient en ville, c'était eux les avocats, c'était eux les notaires, c'était eux les médecins. Puis de père en fils, ils reprenaient la business. C'est pour ça qu'actuellement, encore même aujourd'hui, les anglophones ont plus d'éducation, sont plus riches que les francophones à cause du passé qu'on a été conquis et soumis par la force et le clergé. Puis, tu sais, aussi le fait que le clergé disait qu'être riche, c'était pas bon. C'est pour ça que, tu sais, on avait une peur de montrer qu'on était riche. C'est les Québécois ont une peur là, de montrer qu'ils sont riches, qu'ils ont des avoirs, mais tout ça, c'est ancré dans nous, dans nos racistes, c'est dans nos racines à cause de ça. Mais moi, je savais. Fait que je comprenais pourquoi, mais je me disais qu'un jour ou l'autre, les Québécois, avec le temps, ils vont apprendre à m'apprivoiser, puis ils vont comprendre. Et ce jour-là, je pense, est arrivé. Et avec l'évolution du temps et tout, les gens ont plus ils ont commencé à mieux me comprendre, à m'apprivoiser et genre à comprendre un peu plus c'était quoi mon mindset. Parce que moi, l'excellence, pour moi, est un mode de vie. Moi, je vise le top dans n'importe quoi. Tu sais, moi, j'écoutais des fois les athlètes, c'est olympiques qui se disaient ah, moi, là, je veux une médaille de bronze. Moi, dans ma tête, je dis médaille de bronze? Pourquoi une médaille de bronze? Pourquoi, quand le top, c'est la médaille d'or, pourquoi tu vas viser une médaille de bronze? Parce que quand tu vises une médaille de bronze, tu as plus de chances d'arriver quatrième ou cinquième. Si tu vises une médaille d'or, tu as plus de chances d'arriver deuxième ou troisième. Puis après, travailler encore plus fort, être encore plus discipliné, puis persévérer pour essayer d'obtenir après la médaille d'or. Donc, pourquoi viser bas? Ça sert à quoi? Il faut toujours que tu vises le top. Puis si tu n'atteins pas le top, c'est pas plus grave que ça. Il faut juste travailler fort, être encore plus discipliné, puis persévérer jusqu'à temps que tu atteignes ton objectif ultime. Mais le monde a comme peur de vidéo. Tu sais, des fois, moi, j'ai un client, je lui demande combien tu veux dans la vie. Puis il me dit, mettons, 50 000. Puis je dis, OK, tu veux pas 200? Puis ils sont comme, ben là, je sais pas. Là, tu sais, ils sont tous mal. On dirait qu'ils n'ont jamais pensé à ça. Ben, Puis, c'est la peur de la déception. C'est ouais. la peur des regards des autres aussi. Mais tu sais, la peur de l'échec aussi. Des fois, tu sais, c'est les parents, là, ils vont dire aux enfants, ah non, tu rêves en couleur. Mais tu sais, c'est pas par méchanceté. C'est qu'en tant que parent, tu essaies de protéger ton enfant pour pas que ton enfant soit déçu. Tu veux pas voir ton enfant pleurer, tu veux pas voir ton enfant souffrir. Fait que des fois, quand tu penses que ton enfant vise trop haut, tu vas essayer de le ramener sur terre, justement, pour pas qu'il vive des déceptions. Mais la vie, ça fait partie, justement, de la vie, vivre des échecs, vivre des déceptions. Un jour ou l'autre, là, c'est sûr que tu vas échouer. Check Michael Jordan. Il a raté combien de tirs dans sa vie? Puis c'est pas de ses tirs qu'il a raté. Il a raté plus de tirs qu'il en a réussi. Mais on parle de ces tirs qu'il a réussi, on parle de ces 6 bagues de championship qu'il a gagné. On s'en fout de qu'est-ce qu'il a perdu, tu comprends? Donc Est-ce c'est pour que ça. tu écoutes sa série sur Netflix?
Ben justement, je n'ai pas encore commencé. J'en ai entendu beaucoup parler. C'est sûr que je vais l'écouter, mais c'est juste que je veux prendre le temps de m'asseoir avec ma fille, justement, pour écouter cette série-là avec ma fille. Donc, puis c'est sur plusieurs épisodes. Donc, je ne veux pas écouter ça sur un rush. Je veux vraiment prendre le temps de regarder ce documentaire-là avec ma fille parce que c'est quelque chose, justement, qui peut t'inspirer, qui peut l'inspirer aussi. Alors, c'est pour ça, c'est important. Comment est-ce que, tu sais, quand tu étais aux Olympiques d'Athènes, mettons, là, où tu as 1 milliard de personnes qui regardent, où là, tu as tes gros combats, puis tu es à Vegas, peu importe où, puis c'est glamour. Le monde, là, on payé cher. Puis la pression, là, moi ça me fascine. Là. Mettons, tu es dans ta loge, là, tu sors, puis même si c'est bien glamour, toi, il faut que tu ailles te battre, il faut que tu sois concentré. Comment tu gères cette pression-là? Mais tout le monde gère la pression d'une façon différente. Moi, je carbure à la pression, je carbure au challenge, je carbure au défi. Il y a d'autres personnes qui vont plus fuir, qui vont force, qui vont s'écrouler devant la pression. Alors, pour moi, c'est un peu difficile de parler de ce sujet parce que moi, je carbure à la pression. Justement, dire que je ne suis pas capable, là, c'est pas de la pression, c'est de la motivation pour moi. Moi, là, justement, je suis pas capable, mais je vais te montrer que je suis capable. C'est exactement ce que j'ai fait en redevenant champion du monde. Le monde disait que j'étais trop vieux, que j'étais pas assez bon, que j'étais fini. Non, ouais, je suis pas assez bon, je suis pas capable. Ben, je vais te montrer, check bien ça. Tu comprends? donc, Quand tu es pour sur le moi, ring, oui, vas-y, excuse. pour moi, c'est une source de motivation. Mais comme je vous dis, c'est pas tout le monde qui est comme ça, malheureusement. Mais pour les gens sont peut-être qui ont plus un peu de la misère à carburer avec la pression, mais c'est transformer cette pression-là en motivation. Peut-être ça pourra mieux les aider. Au lieu de voir ça comme de la pression, mettez-vous ça comme de la motivation pour réussir. Mm-hmm. J'ai envie qu'on parle de l'arrière du succès, parce que le succès, c'est beau, mais en même temps, on peut écouter le documentaire Davichi qui s'est tué, c'est le plus grand DJ au monde. Il y a Michael Jackson, George Michael, Prince, Whitney Houston. Pourquoi tu penses que les gens en haut de la gloire sont souvent malheureux ou finissent morts? Ben, parce que tout simplement, la gloire, l'argent n'apporte pas le bonheur. Qu'est-ce que je peux dire des fois? L'argent n'apporte pas le bonheur, ça apporte plus de problèmes que d'autres choses. Souvent, là, même l'argent, la gloire va rendre le malheur confortable. Mais tu vas rester malheureux. Ça va rendre ton malheur confortable pour un certain moment. Puis parfois, c'est là que tu vas craquer, puis c'est là que tu vas faire un geste irréparable. Parce que quand tu fais ce geste-là, il n'y a pas de revenir en arrière. On ne peut pas refaire un rewind. Les lumières se ferment et c'est fini. Donc, qu'est-ce que je dis souvent aux gens? C'est qu'il ne faut jamais utiliser une solution permanente à un problème temporaire. Parce que le problème est temporaire. Le problème, tu penses que c'est pour toute ta vie, mais ça ne va pas être pour toute ta vie. C'est comme un peu le beau temps. Non, c'est comme un peu comme le mauvais temps. Après le mauvais temps, c'est le beau temps. Le mauvais temps ne reste pas indéterminant à vie. Là. Il peut avoir un mauvais temps pendant une semaine de temps, mais après le mauvais temps, il y a toujours un beau temps. Donc, c'est pour ça que, justement, c'est là qu'il faut s'accrocher, il faut persévérer, il faut rester discipliné, il faut rester travailler fort pour que quand le beau temps revient, qu'on soit toujours là pour pouvoir en profiter. Est-ce que tu sens que d'être dans les yeux du monde, le monde t'observe, observe quand tu sors, en plus, tu flashes, tu as des belles voitures. C'est-tu dur, cette pression-là, de tout le temps? Parce que Michael Jordan, il a dit, moi, je l'ai écouté le documentaire, puis il dit, d'être un role model, c'est tough parce que tu peux comme juste décevoir le monde. Le monde te voit tellement haut. Oui, définitivement, tu peux juste décevoir le monde. Mais moi, pour vous dire la vérité, je ne mets pas trop de pression. Moi, j'essaie juste d'être moi-même. Je n'essaie pas d'être quelqu'un d'autre. J'essaie pas. Moi, qu'est-ce que tu vois? Quand que tu vois A, ça va être A avec moi. Je n'essaie pas de. Parce que je me rappelle même, j'avais même une discussion avec un psychologue sportif. Puis c'est moi qui ai eu raison là-dessus. Il me disait, prends exemple, avant que le scandale de Tiger Woods arrive, il disait, prends exemple comme sur Tiger Woods. Bon père de famille, bon mari, meilleur ami, meilleur ci, meilleur ça. Puis en plus, j'étais jeune, là, j'avais 18 ans. Moi, j'ai regardé mon psychologue, puis il m'a sûrement trouvé effronté. Mais ça, moi, je vais en parler. Je lui ai dit, qu'est-ce que t'en sais? J'ai dit, qu'est-ce que t'en sais? Tu sais juste qu'est-ce que lui, il veut te montrer. Tu connais pas sa vraie vie. Tu connais pas sa vraie vie. C'est juste,
tu sais qu'est-ce qu'il veut te montrer. Être le meilleur ami, le meilleur mari, mais tu ne le connais pas, là. Tu comprends? Fait que tu sais pas qu'est-ce qui se passe vraiment dans sa vraie vie. Tu sais, on pense parce qu'on le voit à la télé, on pense le connaître, mais on ne le connaît pas. Puis peut-être, je pense que c'était en 2001, ça je dis, puis le scandale est arrivé en 2010, comme 10 ans après. Puis je l'ai rappelé de cette conversation-là que je l'ai eue avec lui à mes 18 ans. Puis effectivement, j'avais raison. Tu sais, qu'est-ce qu'on voit à la télé, c'est qu'est-ce qu'on veut que les gens voient de nous la plupart du temps. Mais c'est pas à cause que, tu sais, il n'y a pas de mari parfait, il n'y a pas d'âme parfait, il n'y a pas d'être humain parfait dans la vie. Chacun a ses problèmes, chacun a ses caprices, chacun a ses défauts, mais c'est dans cette imperfection-là qu'on peut être parfait pour une certaine personne. C'est pas tout le monde est parfait pour toutes les gens. T'sais, telle personne peut être parfaite pour moi, mais pour toi, ce ne serait pas la personne parfaite non plus. Alors, il faut arrêter de juger les gens. Il faut juste se concentrer sur qu'est-ce qu'on peut faire. Comme moi, encore une tactique, quand je suis à l'entraînement, je ne me concentre pas sur qu'est-ce que mon adversaire fait. Parce que je ne peux pas contrôler qu'est-ce qu'il fait. Je ne peux pas contrôler son entraînement. Je ne peux pas contrôler qu'est-ce qu'il mange. Je ne peux pas contrôler sa vie. Donc, ça sert à quoi de focuser là-dessus? Moi, je focus sur qu'est-ce que je peux contrôler. Qu'est-ce que je peux contrôler? C'est mon environnement, c'est mon entraînement, c'est ma bourre. Mais les choses que moi, je peux contrôler, c'est là-dessus que je me concentre justement pour les perfectionner, puis par la suite, aller à la bataille. Mais ça ne sert à rien de commencer à te concentrer sur l'autre personne, parce que c'est là justement que tu te détournes du vrai objectif. Est-ce que quand tu affrontes quelqu'un, il faut que tu l'haïsses? Est-ce qu'il faut que tu aies une haine envers un adversaire ou non? Non, 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 non. À la journée, la boxe, c'est un sport. C'est un sport, c'est encadré avec des règlements. Oui, définitivement, il y a certains boxeurs que j'ai haïs à mourir. Comme exemple, Bernard Hopkins, je ne l'aimais vraiment pas. C'est sûr qu'après quelques années, on a fait la paix et tout. Mais la boxe, c'est pas la lutte. Là. Il n'y a rien de truqué là-dedans. C'est vrai, quand normalement les boxeurs ne s'aiment pas, c'est ça, peut-être des fois, il y en a qui en mettent un peu plus pour le show. Mais moi, j'essaie de rester le plus authentique possible. Et le glam en arrière, comment ça, t'aimes-tu ça? Parce que je sais que t'aimes le fashion, tu vas dans un gros party. Ça, c'est-tu comme un perks que t'aimes de ton métier ou en même temps, tu dis que t'es solitaire? Fait que Ben, c'est pas une question que j'aime ça. Dans le fond, c'est un petit bonbon, c'est un petit à côté. Il y a le côté positif et le côté négatif. Le côté positif, on peut avoir des traitements faveurs, on peut être VIP à certaines places, on peut se payer des choses que peut-être la plupart des gens ne peuvent pas se payer. Mais d'un autre côté, il y a le côté aussi qui est un peu plus difficile. C'est qu'on ne peut pas faire n'importe quoi. On est souvent jugé sans se faire connaître. Il faut faire attention à qu'est-ce qu'on dit, à qu'est-ce qu'on fait. Donc, il y a beaucoup d'inconvénients à ça aussi. Alors, il faut juste essayer de trouver la balance. C'est la balance là-dedans. Puis c'est ça que moi, je fais en ce moment. Je trouve une bonne balance. Mais aussi, avec l'expérience, je suis rendu à 37 ans, j'ai plus 21 ans. Alors, c'est sûr que je ne vais pas faire des erreurs d'une jeune recrue de 21 ans parce que j'ai déjà passé par là. Alors, à 37 ans, c'est pour ça que je pense que maintenant, je suis champion du monde une deuxième fois, mais j'ai déjà passé par là. Fait que maintenant, la deuxième fois, elle va être beaucoup plus facile pour moi parce que j'ai l'expérience de la première fois. Est-ce que tu es capable d'être dans le moment présent? Il y en a qui méditent parce que, comme tu dis, tu es tellement dans la performance, toi, tu regardes en avant, mais est-ce que juste de dire, OK, là, fuck tout, là, moi, juste dans le moment présent, devant un lac, là, je suis capable de juste apprécier le moment ou tu es beaucoup dans... Non, j'apprécie le moment présent, mais je vois toujours plus loin parce que des fois, si tu fais juste jouir du moment présent, ça peut affecter ton futur. Donc, c'est important de saisir le moment présent, mais en pensant aussi au futur parce qu'il y a certaines choses que tu vas faire qui pourraient affecter ton futur. Alors oui, c'est important de jouer du moment présent, mais c'est toujours important de regarder plus loin que son nez. Tu sais, moi, je me rappelle quand j'avais 12 ans, je pensais où j'allais être quand j'allais avoir 18 ans. Quand j'avais 18 ans, je pensais où j'allais être quand j'allais avoir 25 ans. Puis quand j'avais 25 ans, je pensais où j'allais avoir 30 ans.
À partir de 30 ans, je sais pas pourquoi, j'ai arrêté de penser comme ça. Puis c'est là que, un moment donné, j'avais comme 32, 34. Sincèrement, je ne savais plus où je m'en allais. Parce que justement, je n'avais pas prévu ça, je n'avais pas anticipé où je voulais être. Alors, je ne pouvais pas faire les bons moves, les bonnes actions pour être où je voulais être à 35 ans. Puis quand j'ai recommencé à penser comme que je pensais quand j'étais plus jeune, c'est là que je me suis remis dans le droit chemin. Puis j'ai pu actuellement redevenir champion du monde. Là, tu sais, maintenant j'ai 37 ans, mais je pense où je vais être quand je vais avoir 40 ans. Alors oui, je vis le moment présent, mais en pensant où que je veux être à 40 ans aussi. Si on retourne à un moment dans ta vie où tu dis ça, ce moment-là, là, c'était comme l'épiphanie du wow. Est-ce qu'il y a un moment dans ta vie où tu dis ça, c'est le plus beau moment de ma vie? Ben, je ne sais pas si c'est le plus beau moment de ma vie, mais c'est dans le top 3 définitivement, quand j'ai remporté mon premier championnat du monde au Centre Bell devant les miens, devant les miens, devant les Québécois au Centre Bell. Je venais réaliser un rêve parce que j'ai encore mon album de finissant de secondaire 5, puis c'était marqué mon but, mon ambition, c'était de devenir champion du monde. Puis, il n'y a pas beaucoup de gens qui étaient en secondaire 5 à cette époque que je suis sûr qui ont pu réaliser leurs rêves, leurs ambitions. Et moi, j'étais privilégié d'être capable d'atteindre mon objectif quand j'étais au secondaire, je le disais. Donc, c'est pour ça que je vous dis, je me projetais, je me voyais, c'est ça l'important de se voir. C'est quand je disais que je suis le meilleur au monde, puis je commençais la boxe, c'était pas être prétentieux, c'était pas être fraîché, c'est que moi, je me projetais dans l'avenir déjà. Je voyais, comme Mohamed Ali qui disait « I'm the greatest, I'm the greatest ». Il disait avant même de devenir le meilleur, le plus grand. Donc, c'est important de se projeter dans l'avenir. Mais est-ce qu'il y a une différence entre être sûr de soi et être trop confiant? Oui, il y a une différence. Il y a une différence aussi être confiant puis être arrogant. La ligne est très, très mince. Moi, je dis que la différence, c'est quand les gens disent, ah, j'ai passé être arrogant. Je ne suis pas arrogant, je suis confiant. Puis la ligne est très mince. Mais pourquoi que je disais que je ne suis pas arrogant? Parce que moi, je n'ai jamais regardé personne de haut. Je trouve que l'arrogance, là, c'est quand que, oui, tu es bon, tu sais que tu es bon, mais tu regardes les gens de haut. Lui là, mais moi, j'ai jamais fait ça. J'ai toujours respecté les gens. J'ai toujours traité les gens avec respect. J'ai toujours été civilisé. Alors, oui, je disais que j'étais confiant. Oui, je disais que j'étais le meilleur, mais je me suis jamais pris pour un autre. J'ai jamais comme refusé d'autographes, de photos. J'étais toujours sympathique avec les gens. Donc, c'est vraiment ça. C'est juste que la ligne est vraiment mince entre l'arrogance et la confiance, mais je pense que quand tu es arrogant, c'est à cause que tu regardes les gens de haut. Qui ont été tes modèles, toi, tes inspirations? Mais moi, côté boxe, oui. Roy Jones Jr., ça a été mon idole de jeunesse. Côté boxe, ça a été le meilleur boxeur. Ben, pour moi, c'est le meilleur de tous les temps. Prime time, comme on dit. Pour moi, de mes yeux, c'est lui que j'ai vu le meilleur de temps. C'est sûr que Ali, c'est un grand champion et tout, mais malheureusement, je n'ai pas pu le voir de mes propres yeux. Donc, pour moi, Roy Jones, c'est le meilleur boxeur de tous les temps. Il m'a inspiré beaucoup. Ma mère, elle a travaillé fort, elle est sortie d'Haïti. Elle est venue au Canada, elle a dû refaire ses études pour avoir un bon travail. Maintenant, elle est infirmière. Alors, je sais qu'elle a travaillé fort, elle a sacrifié beaucoup de son temps. Quand j'étais jeune, je ne la voyais pas beaucoup parce que justement, elle travaillait, elle faisait des 16 heures de travail non-stop, justement, pour pas qu'on puisse, pour pas qu'on vit dans des quartiers défavorisés, pour qu'on puisse avoir une bonne éducation, pour qu'on aille c'est à manger 3 fois par jour sur la table. Alors, je sais que maman s'est beaucoup sacrifiée, beaucoup de son temps. Elle a été absente, mais absente justement pour une bonne raison, parce qu'elle se sacrifiait pour pas que ses enfants soient dans des ghettos. Ma soeur était à l'école privée. Alors, ma mère, certainement, ça a été une grande inspiration pour moi aussi, pour le travail, la persévérance. Elle s'est bâtie 2, 3 maisons, ma mère, puis elle a commencé de rien, là. Donc, c'est vraiment un chapeau à elle. Si on va dans le concret, pour les gens à la maison là, qui ont vécu de l'anxiété dans le COVID, as-tu des trucs au quotidien? Toi, as-tu une routine matinale au niveau de l'entraînement, nutrition? C'est quoi
les conseils que tu peux donner pour dire, écoutez, à la maison, si tu veux une hygiène de vie, te traiter en wow, qu'est-ce que tu conseilles? Ben, c'est important, premièrement, de faire un horaire. C'est là parce qu'on avait beaucoup de temps libre, on ne travaillait pas. Là, tranquillement, les gens recommencent à travailler. Mais c'est important de se donner un horaire. Puis l'horaire, justement, ça va nous garder disciplinés. C'est ça la discipline, respecter son horaire. C'est ça la discipline. Puis des fois, justement, c'est pas facile, mais c'est la persévérance. Il faut que tu persévères à respecter ton horaire pour atteindre ton objectif, justement. Alors, c'est important de commencer. Tu fais une horaire, tu te lèves à une heure que tu dis que ça soit à 8 heures, 6 heures du matin, 10 heures, pas trop tard par contre, parce que déjà, si on se lève après-midi, on a déjà la moitié de la journée déjà fait. Donc, c'est pour ça que c'est important de quand même de se lever tôt. Moi, qu'est-ce que je trouve qui est bon, c'est commencer le matin avec un entraînement. Ça nous réveille, ça nous dégourdit, ça nous réveille, puis ça nous met en forme. Tu vas voir qu'on pense qu'on va être fatigué, mais faire un entraînement de 45 minutes le matin avant d'aller travailler, ça nous donne plus d'énergie justement pour le restant de la journée. Alors, c'est important d'avoir un horaire, de s'entraîner un peu à la maison, de faire de l'activité physique. Si on ne peut pas faire de l'activité physique, juste aller prendre une marche ou peut-être un petit jogging, une marche de 15-20 minutes, un petit jogging de 30 minutes à l'extérieur, ben, ça va nous activer, ça va activer nos muscles, ça va activer nos neurones. Alors, c'est important. C'est ça le petit truc que moi, je donnerais aux gens, de faire un horaire précis, de la respecter, puis essayer de mettre de l'activité physique là-dedans aussi. Pour ta nutrition, est-ce que tu fais un meal prep? Est-ce que tu prévois d'avance? Comment ça fonctionne? Ben, moi, pour vous dire la vérité, je ne suis pas un gars fast-food, mais quand je parle d'entraînement, je mange quand même un peu n'importe quoi. Ben, pas un peu n'importe quoi, mais je peux me permettre de manger de la pizza. Je vais manger un McDonald's une fois de temps en temps. C'est sûr que je ne mangerai pas un McDonald's, mettons, 10 fois dans le mois, 5 fois dans le mois, mais une fois de temps en temps, tu peux te le permettre. Comme je dis, c'est toute une question de balance. Mais quand je suis à l'entraînement, j'ai un régime très spécifique. Je mange sans gluten. Je ne mange pas de produits laitiers. Je suis comme un peu vegan, mais par contre, je mange un peu de viande parce que je suis un gars carnivore. J'adore les fruits de mer. Fait que c'est pas considéré comme la viande, mais par contre, dans ma diète, je vais quand même mettre un peu de viande. Pas trop de viande rouge, par contre, mais je vais manger du poulet. Mais fait que dans le fond, moi, ma diète, comme je vous dis, c'est consiste de pas de gluten, je ne mets pas de produits laitiers, je coupe le sucre, le sel, je bois beaucoup d'eau et je m'entraîne 2 fois par jour. Wow. J'ai des questions, Raphaël, pour toi. Premièrement, un livre qui t'a marqué dans ta vie? Un livre qui m'a marqué. Est-ce que tu aimes lire? Ben ouais, c'est pas super. J'avais reçu un cadeau. Le livre, ça s'appelle, en français, c'est pas encore les 48. J'ai oublié. Les 48. J'ai oublié le nom. Ça dit 48 règles à suivre. OK. J'ai oublié. En plus, je l'ai passé à une amie, puis mon ami l'a perdu, l'a égaré. OK. J'ai oublié le nom, je suis Ouais. désolé. Mais comme que je vous dis aussi, qu'est-ce que j'aime aussi, c'est écouter beaucoup de choses, c'est d'inspiration. Je suis beaucoup plus, c'est auditif. Comme tu sais, je vais écouter beaucoup des choses qui vont m'inspirer, que ce soit pour le sport, que ce soit pour la vie en général. J'écoute ça. Parfois, je suis dans ma voiture, puis au lieu d'écouter la musique du hip-hop ou écouter les nouvelles, je vais écouter quelque chose qui va inspirer. Souvent, avant de dormir, je vais dormir sur des quotes d'inspiration, de motivation. Puis je trouve que ça m'aide à m'endormir. Ça fait un renforcement positif aussi dans le cerveau. Mais Alors, ce que tu parles beaucoup, c'est de la programmation mentale, hein? C'est fou comment tu exactement. programmes depuis que tu es jeune avec un mindset très puissant. Euh, Est-ce Puis, que puis, puis, tu sais, non plus, tu n'as pas besoin d'être champion du monde pour avoir un mindset de champion. Puis, tu sais, tout le monde peut être champion du monde parce qu'être champion du monde, là, c'est pas physique, c'est mental. C'est un mindset, c'est un état d'esprit être champion du monde. Tout ce que tu fais, tu vas, comme je vous dis, l'excellence est un mode de vie. C'est un mindset de champion, puis c'est un état d'esprit qui fait que tout le monde
peut avoir l'état d'esprit de champion. Tout le monde peut être champion dans son propre domaine. Alors, pensez pas parce que moi, je suis champion, je fais de la boxe. Mais tous ces trucs-là peuvent servir à Madame Tout-le-Monde dans tout leur champ d'expertise de leur vie. Mais as-tu un conseil à tous les jeunes qui nous écoutent et qui manquent d'estime? Parce qu'il y en a, ils ont tout pour eux, mais tabarnouche, ils doutent, ils se comparent, ils se trouvent pas hot. Puis là, tu les regardes, tu te dis, voyons donc, t'as tout dans la vie. Exactement. Arrêtez d'écouter les réseaux sociaux. Arrêtez de vous comparer aux autres. Comparez-vous à vous-même. Comparez-vous à vous-même de hier, d'aujourd'hui, à demain. C'est comme ça qu'on réussit dans la vie. Il faut se comparer comme moi, tu sais, souvent, quand j'étais plus jeune, comme il y avait peut-être un gars qui faisait des sprints mieux que moi, qui était plus endurant que moi, on me disait, t'as vu, lui, là, ben moi, je m'en foutais, moi, je me comparais, je savais que mon sprint que j'ai fait aujourd'hui était mieux qu'hier. Fait que ça, je savais que j'avais du progrès, j'avais de l'avancement, donc je m'améliorais. Fait qu'à chaque fois que je m'améliorais, je me comparais à moi. Je n'essayais pas de me comparer aux autres. Comparez-vous à vous-même, puis aussi, faites-vous confiance. Parce que si vous ne faites pas confiance, qui va vous faire confiance? La confiance, ça doit partir de soi-même avant que quelqu'un vous fasse confiance. Parce que moi, je ne veux pas faire confiance à quelqu'un qui ne se fait pas lui-même confiance. Ouais. Mais c'est un peu comme l'amour. Le monde cherche l'amour, mais ils ne s'aiment pas eux-mêmes. Exactement. Aimer quelqu'un quand tu t'aimes pas. Exactement. Est-ce qu'il y a un film qui t'a marqué dans ta vie? Un film qui m'a marqué dans la vie, en plus, moi, je suis un grand amateur de films. J'ai vu beaucoup de films dans ma vie. Mais récemment, ça fait longtemps que je n'ai pas écouté un film. C'est Ben, quoi en plus, comment? quel genre de film t'aimes écouter? Ben, plus jeune, j'aimais beaucoup les films d'horreur. OK. Mais par contre, j'aime ça beaucoup les films qui sont basés sur des histoires vraies. Je trouve que des fois, c'est vraiment inspirant. Mais comme que je vous dis, vite comme ça, ben, un film qui m'a marqué beaucoup aussi quand j'étais un peu plus jeune, c'était Training Day, compte tenu que je voulais être policier. Puis je sais, c'est comme ça dans la police aux États-Unis et tout, la corruption et tout. Ça m'avait un peu marqué. Mais aussi les films que j'avais bien aimés aussi quand j'étais jeune, c'était, j'ai oublié le nom, mais c'était les Mikey Ducks, là. Tu sais, le film de hockey. Ah oui, qui était drôle, là. Exactement, ils n'étaient pas bons, puis ils sont devenus bons, puis tout, avec la tu comprends. Donc, c'était des films qui étaient inspirants pour moi et tout. Ouais. Est-ce que dans tous les gens que tu as rencontrés, parce que tu es confiant, il y en a-tu que tu as comme perdu les mots? Est-ce que qui t'a impressionné le plus dans le monde que tu as rencontré dans ta vie? Euh, qui m'a impressionné le plus. Mais tu sais, chaque personne a comment je peux dire, à sa petite façon de m'inspirer, que ce soit tant Georges Saint-Pierre, Brunet Surin, Tarda Étienne, c'est tous des gens qui ont réussi à leur façon. C'est tous des gens aussi, tu sais, c'est pas parce que moi je réussis dans, dans ma sphère à moi que ça veut dire que je suis parfait, que ça veut dire que j'ai pas besoin de conseils de d'autres gens qui ont réussi dans leur vie. Alors, chaque gens qui ont réussi, je regarde, je leur parle, je leur demande comment ils ont réussi pour essayer d'avoir des trucs. Parce que dans la vie, le seul moment que tu vas arrêter d'apprendre, c'est quand tu vas mourir. Tu peux avoir 65 ans, puis tu peux toujours apprendre de la vie. Donc c'est important de rester ouvert aux critiques positives, justement, pour t'améliorer. C'est sûr qu'il y a des critiques qui sont destructives, mais les critiques positives, c'est important de les prendre, de les accepter pour essayer de t'améliorer toi-même. Exact. Si on finit bientôt, j'ai envie de parler rapidement de l'actualité. As-tu vu ce qui est arrivé aux États-Unis avec le noir qui a été tué par un policier? Tu parles de quelle position tu prends là-dessus? Comment tu trouves ça? Ah, sincèrement, surtout que moi, tu sais, je voulais être policier plus jeune. C'est sûr que c'est désolant. C'est sûr que c'est triste. Pour de vrai, on vit dans un monde, on est dans une époque, on dirait qu'on a même reculé. Ces choses-là, c'était des choses qu'on voyait peut-être des années 90 quand j'étais jeune. Rodney King à LA, je m'en rappelais. Puis ça revient. On dirait, au lieu d'avancer, on recule. Sincèrement, j'ai de la misère à savoir pour quelle raison, mais je trouve ça vraiment désolant. Mais c'est sûr que quand le gars dit I can breathe, puis tu mets ton genou sur son cou, même pas sur sa tête, là, sur son cou,
Je ne sais pas à quoi tu penses, je ne sais pas si c'était délibéré son geste, mais si c'était délibéré, ça doit être puni sévèrement. Puis si ce n'était pas délibéré, ça doit être quand même puni parce qu'on doit montrer l'exemple, on doit avoir l'exemple. Est-ce que Parce que, tu sais, qu'est-ce que je trouve plate? C'est comment ça? C'est jamais un blanc qui meurt par accident. C'est toujours un noir qui meurt par accident. Fait qu'il y a il y a un problème social aux États-Unis et il faut trouver la raison pourquoi que c'est comme ça. Mais c'est sûr que c'est important qu'il faut régler ça. est-ce que tu as déjà t'as vécu du racisme dans ta carrière? Certainement, j'ai déjà vécu du racisme. Des fois, peut-être du racisme voilé, du racisme caché ou systématique. C'est sûr. Mais compte tenu que, tu sais, j'ai quand même été un performer depuis que je suis jeune. Quand que tu performes, tu es beaucoup moins critiqué racistement. Exemple, Ray Charles, c'est un noir, puis il était aimé par les Blancs du Sud. Puis ces Blancs-là, c'était déjà un raciste. Mais à cause que Ray Charles, il performait dans ce qu'il faisait, il y avait moins de connotations raciales, ou sinon il vivait moins le racisme. Mais oui, c'est sûr. Puis moi, la journée que j'ai réalisé ça, je pense que c'était en 2009, c'est mes amis, ils disaient ah non, le Québec, c'est raciste. Puis moi, à cause que je performe dans ce que je fais, je ne vivais pas beaucoup de racisme. Puis je disais, ben non, vous êtes fous, les gars, là, le Québec, c'est un peuple ouvert et tout. Puis c'est non, 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 on ne pouvait pas rentrer dans tel club. Ben, je dis, les gars, à chaque fois que vous êtes avec moi, c'est jamais arrivé. Ben, exactement. À chaque fois qu'on est avec toi. Puis, je disais, ben, je disais, à cause de moi, là, que vous-même, vous dites, ben, c'est impossible, les gars, là, vous êtes fous. Puis, à un moment donné, par curiosité, j'ai dit, on va faire un test. On était dans un club, puis je dis, bon, allez juste vous deux tout seuls, puis essayez de rentrer. Puis ça ne marche pas, moi, j'arrive après pour voir si on peut rentrer. Puis, ils ont essayé de rentrer dans le club, un club à Laval en plus, et ils n'ont pas été capables de rentrer parce qu'il était noir. Puis après ça, moi, je suis arrivé pour rentrer dans le club. On n'a pas voulu me laisser rentrer non plus parce que le gars ne m'avait pas reconnu. Puis quand il m'a reconnu, il dit oh, je suis vraiment désolé. Là, je suis vraiment désolé. Là, on a pu rentrer. Wow. La seule raison pourquoi je suis rentré, c'était parce que j'étais Jean-Pascal. Si j'avais été un noir normal, on ne m'aurait pas laissé rentrer. Donc, c'est là que j'ai compris que vraiment, il y a quand même encore du racisme. C'est parce qu'on était en 2010. C'est le racisme en 2010 au Québec, ça n'existe pas. Mais oui, ça existe toujours malheureusement pour nous. Puis c'est encore plus comment on peut dire ça? On le voit encore plus aux États-Unis. Ben aussi avec toute leur histoire aussi. C'est beaucoup plus flagrant. Euh, c'est malheureux. C'est malheureux, mais comme que je vous dis, espérons qu'on va trouver une solution parce qu'à la fin de la journée, là, qu'on soit noir, qu'on soit africain, qu'on soit arménien, qu'on soit québécois, on est juste une seule race. Et c'est la race humaine. On vit tous sur la même planète et c'est la planète Terre. Alors, c'est important parce que moi, je crois en ça, je crois qu'il y a d'autres extras, d'autres gens qui vivent dans d'autres planètes. Parce que moi, je ne crois pas qu'on est les seuls êtres à travers la galaxie. Alors, c'est important de se rallier tout le monde ensemble parce que si mettons, on se fait attaquer par les Martiens, c'est important d'être tous réunis parce que les Martiens ne vont pas attaquer juste les Noirs ou juste les Blancs. Ils vont attaquer l'être humain. Alors, on est juste une race, c'est la race humaine. Alors, c'est important de se rassembler puis devenir une nation unie. Pour terminer, à cette race humaine-là, peu importe que tu sois justement sportif, maman, entrepreneur, c'est quoi la citation ou le plus beau conseil que tu peux donner aux gens pour qu'ils choisissent, qu'ils soient heureux? Quel conseil Ben, je l'ai répété à quelques reprises, je le répète encore une fois. C'est très simple. Puis, je l'ai appris un peu sur le tard, vraiment. C'est vraiment après ma dernière victoire de championnat du monde que je me suis dit, waouh, c'est simplement, il ne faut jamais laisser l'opinion des gens devenir notre réalité. Puis ensuite, il faut travailler fort, être discipliné et persévérer pour obtenir ce qu'on veut dans la vie. Ouais, voilà. Donc, puis donc travailler fort, discipline, persévérance. Pour moi, c'est les trois clés du succès. C'est les trois clés du succès qui vont ouvrir les portes dans n'importe quelle sphère de ta vie. Comme je dis, c'est au travail, tu veux une promotion, travail,
discipline, persévérance. Peut-être la première fois, tu ne vas pas l'avoir, peut-être la deuxième fois, tu ne vas pas l'avoir, mais si tu persévères, peut-être la troisième fois, c'est là que tu vas l'avoir, ta fameuse promotion. Que ce soit au travail, à l'école, que ce soit dans le sport, travail, discipline, persévérance. Jean-Pascal, merci d'avoir accepté l'entrevue. Je sais que tu es super occupé. Tu n'avais pas besoin de faire ça. Ça me touche sincèrement. Puis tu es hyper inspirant. Donc, continue à viser le top. Tu nous inspires, nous aussi, à rêver. Merci beaucoup. Puis, comme je vous dis, on continue à respecter les directives gouvernementales parce que oui, il fait beau, il fait chaud, mais le virus est toujours encore là, est toujours bien vivant. Donc, c'est important pour avoir une deuxième vague. Il faut toujours respecter les consignes. Puis, comme que je vous dis, on va mettre ce virus-là KO tous ensemble, puis ça va bien aller. On va gagner le combat. Merci. Hey, au plaisir. Merci beaucoup. Bye tout le monde. Passe une magnifique soirée. Ciao.